d'être là. Je pensais pas faire salle comble, plus que comble. Et bienvenue à mon talk sur la migration vers Android 12, qui s'est avérée, pour moi, une des plus difficiles depuis Android 6 avec les permissions en runtime. Et j'ai intitulé ça plus compliqué que de replier une tombe de secondes, parce qu'on a eu quand même pas mal de retours de bâton, assez compliqué à gérer. Donc pour me présenter, je m'appelle Julien Salvi, je suis lead Android Engineer chez Aircall, donc startup basée à Paris sur la téléphonie dans le cloud pour les entreprises. Je suis aussi Google Developer Expert pour Android. Je fais partie du POG, donc membre du staff aujourd'hui pour Android Makers. Et j'écoute du punk et je bois des IPA. Ça, c'est pour le côté drôle. Et si vous voulez me suivre sur les contenus Android que je partage sur Twitter, @JulienSalvi. Donc, petit disclaimer pour un peu contextualiser le talk, qui va être majoritairement un retour d'expérience sur la migration Android 12 qu'on a effectuée chez Aircall. Ça va parler, bien entendu, d'Android 12. Des tips de migration vers une nouvelle version d'Android, les changements d'API qu'on a dû effectuer pour se caler sur Android 12 et que notre app fonctionne parfaitement pour nos utilisateurs. Et comme j'ai dit, des petits trucs et astuces pour bien réussir sa migration de version en version, qui peut s'appliquer même de version X Android vers les nouvelles versions. Donc ça, c'est ce qu'on va aborder. Ce qu'on va pas vraiment aborder, c'est vraiment les détails d'implémentation de pourquoi c'est comme ça. Aller vraiment au cœur des nouvelles modifications, des nouvelles API. Et on va pas parler de tente de secondes. Là, c'est fini. Il y aura plus de tente. Donc ça, on va pas en parler. Donc petite intro pour se mettre en jambe sur Android 12, donc cette nouvelle version d'Android qui est maintenant stable depuis un sacré moment. Donc, on a une roadmap qui avait été établie dans les premiers mois de 2021. On a eu le droit aux différentes previews d'Android pour un peu se familiariser, si on voulait d'abord rentrer dans le sujet. De février jusqu'à avril, et ensuite de mai jusqu'à août, on a eu les premières bêtas, donc avec un peu plus d'API qui vont se retrouver dans la version stable. Donc là, ça offrait donc toujours un peu plus de matière pour pouvoir se familiariser avec les nouvelles API. Et donc dès octobre, Android s'est retrouvé stable. Donc les premières releases ont suivi peu après, en novembre sur les pixels. Et donc s'ensuit la migration du coup de plusieurs pixels. Donc plusieurs utilisateurs ont Android 12. Et donc là, il fallait un peu vraiment accélérer le pas pour migrer son application vers Android 12 pour avoir le support des nouvelles API et ne pas bloquer ses utilisateurs en cas de changement de break changer dans son app. Et à partir il y a quelques semaines, donc Google a introduit des requirements au niveau des minimums d'API, du minimum d'API lorsqu'on push sur le Play Store. Et ces nouveaux requirements, du coup, impactent les migrations d'applications. Ça veut dire que maintenant, toute version d'Android a un cycle de vie de 2 ans. Donc, ce qui veut dire là, notre version d'Android, Android 12, est sortie en octobre. Donc, il faut à minima targeter Android 12 en novembre 2023. Et ensuite targeter les versions suivantes. Donc là, on a vraiment des deadlines sur la migration vers les versions récentes d'Android. Donc, chose à retenir, c'est qu'une version, maintenant, il faut la migrer dans les 2 ans suivant la sortie. Donc, ok, on a notre roadmap. Maintenant, Android 12, qu'est-ce que c'est? Donc là, c'est un pur screenshot du site d'Android 12. On dit que c'est plus personnalisé, plus sécurisé, plus simple à utiliser que jamais. Ok, donc on va voir ça. Donc c'est les différents points d'Android 12, donc personnalisé, plus sécurisé et plus simple.
Donc au point de vue, là je vais aborder le point de vue un peu fonctionnel et produit de ce qu'introduit Android 12. Donc on a une introduction avec un énorme redesign avec Material 3 et Material U pour personnaliser vos applications avec par exemple si vous avez un background avec une certaine couleur, ça va impacter le theming de vos applications si vous décidez de partir sur du Material 3 et Material U. Donc ce qui dit nouvelle version de matériel, nouveau design pour les composants, donc toujours un peu plus flat, un peu plus épais, un peu plus de rounded corner. Donc on peut thémer, personnaliser les couleurs, etc. Et il y a aussi un rafraîchissement du côté des widgets, avec en plus l'API de Jetpack Compose propre au widget qui permet d'apporter vraiment un vent de fraîcheur à ces widgets qui étaient là depuis un certain moment et sous-exploités. Et on a aussi un petit truc sympa pour vos applications qui est les splash screens qui permettent d'avoir maintenant des splash screens un peu plus simples et génériques pour toutes les applications qui sont sur votre device. Ok, donc là c'était un peu la partie personnalisation. Maintenant on va partir sur la partie du coup sécurité. Qu'est-ce que Android 12 apporte ? Du point de vue visuel, quand vous utilisez le microphone ou la caméra, maintenant vous avez un petit indicateur en haut à droite de votre device qui indique que la caméra est en cours ou que le micro est en cours d'utilisation. Il y a une autre amélioration du côté de la localisation. Si vous demandez à votre utilisateur la localisation, maintenant il pourra choisir s'il veut la donner précisément ou approximativement suivant son choix, et ce sera à vous de gérer les cas. Si vous devez vraiment avoir une position précise, ce sera vraiment à l'utilisateur de l'accorder et ce sera vraiment son choix de prendre la décision de partager précisément sa localisation ou d'avoir dans une zone donnée. Donc ce sera à vous de vous adapter sur ces points GPS. Et ensuite, autre nouveauté, la permission Bluetooth qui, elle, était juste une permission à définir dans le manifeste, maintenant devient une permission à demander à l'utilisateur. Elle devient au runtime. Donc c'est-à-dire si vous devez vous connecter à un device Bluetooth ou scanner les devices qui sont à côté de vous, et maintenant vous devez demander la permission à l'utilisateur de chercher les devices Bluetooth qui sont autour de lui. Autre nouveauté, point de vue sécurité, c'est qu'on peut retrouver dans son application, dans son device sur Android 12, la liste des permissions que toutes les applications utilisent. Et au bout d'un certain temps, si votre application est plus utilisée, Android va, on va dire, enlever les permissions qui ont été accordées par l'utilisateur dans les applications qui sont non utilisées depuis 3 mois et plus. Donc là, ça permet de ne pas demander de permissions excessives et si au bout d'un moment votre application est plus utilisée, les permissions du coup seront effacées et vous devrez les redemander à l'utilisateur s'il réutilise votre application. Et donc après, plus simple. Ok, ça c'est, on va jouer le goût, les couleurs. C'est la prise en main a été des fois un peu plus difficile pour certains. Après quelques mois, franchement, de mon côté, j'ai trouvé ça plutôt simple et assez user-friendly. Le petit changement de Material 3 a mis quand même un peu de temps à se faire. Mais par contre, c'est pas si simple côté développeur. Donc maintenant, je vais plus me focaliser sur mon retour d'expérience sur cette migration d'Android 12. Et on migre pas si facilement sur Android 12. Mais du coup, c'est vraiment si compliqué que ça. Et du coup, oui, c'est vraiment compliqué. Mais du coup, qu'est-ce qu'on regarde en premier ? Donc, pendant le stalk, je vais faire peut-être je vais en faire. Je vais faire des types un peu Captain Obvious. Mais j'aime quand même bien les rappeler au cas où. Première chose à faire, la documentation. Qu'est-ce qu'on fait ? On regarde la doc.
en premier lieu pour voir qu'est-ce qui a changé. Donc là, screenshot du site, mais je vais aller directement sur le site, ça va être plus simple. Donc ici, on a toute la liste des nouvelles features qui sont pour Android 12, et suivant si elles affectent ou pas. Donc là, on a suivant toutes les features d'Android 12, on peut les trier par catégorie, mais aussi par type. Par exemple, les features qui sont impactantes pour juste une application qui cible Android 12. Donc on peut retrouver la liste vraiment, on regarde ce que notre application intègre, qu'est-ce qu'elle a comme feature. Du coup, on peut trouver les choses qui vraiment changent pour Android 12. Par exemple, si on a des alarmes, pour avoir vraiment une alarme très précise, si on implémente de la localisation pour notre utilisateur, etc. Donc il y a toute une liste de changements pour Android 12 ou pour, par exemple, même pour les applications qui ne targetent pas encore Android 12. Je veux dire, en personnalisation et en nouveauté un peu graphique aussi, vous avez l'effet de stretch sur le scroll. Ici, il n'y a même pas besoin de migrer votre application sur Android 12. Le petit stretch sera déjà là dans votre app. Donc ici, première chose à faire, du coup, regardez cette documentation sur les potentielles features qui peuvent changer, et ensuite, après, aller dans le détail pour l'implémentation. Donc, nous, ce qu'on a fait, on s'est dit, bah ok, on va tester, on regarde pas trop la doc. On met juste à jour nos... du coup, premier tips, regardez la doc. On met à jour notre compile version 31. Ok, on est good. On met à jour notre fichier Gradle. On met à jour nos build tools ou pas, suivant la version de Gradle. Maintenant, il n'y a plus besoin de le faire. On compile et ça explose. Ouais, c'est la dure loi de ne pas regarder la documentation avant. Donc on regarde la stack trace et on voit une erreur, manifest merger. Ok, on doit spécifier exported dans des activities, etc. Lorsque les apps target Android 12. Ok, donc là, premier point, quand vous voyez un petit cadenas en haut, c'est-à-dire que ça impacte le scope sécurité au niveau de l'application. Donc ici, tout service, activity et un broadcast receiver qui utilise des intent filters doivent maintenant contenir le champ exported dans le manifeste pour pouvoir renforcer la sécurité. Vraiment, surtout si vous développez des SDK qui seront intégrés dans des autres applications. Ça permet vraiment de restreindre l'utilisation des broadcasts en dehors de votre application ou des services pour vraiment les scoper à votre utilisation. Donc là, on a notifié, exported à true certains services, certaines activities, d'autres à false. Bon, on a bien scopé suivant nos features, on compile, bim, ça explose. Et là, même erreur. Même erreur parce pour l'instant, on n'a pas encore updaté des dépendances externes. Et quand les dépendances externes n'ont pas été mises à jour pour cibler Android 12, eh ben, on se retrouve avec un effet de bord qui, quand ce n'est pas exporté côté SDK, du coup ça va se répercuter dans notre application. Donc là, on est obligé de notifier si, bien sûr, une mise à jour n'est pas dispo dans le repo dédié, dans la lib. Si on ne peut pas vraiment la mettre à jour maintenant, donc on est obligé de rajouter dans son manifeste, par exemple ici un service empty messaging service, on est obligé de le notifier, de notifier l'exported et de faire un merge au point de vue, un node merge pour pouvoir overrider la version qui vient de la librairie. Donc là, dans ce cas-là, on est obligé de rajouter des petits bouts de code qui sont vraiment dédiés à d'autres librairies dans notre manifeste de notre application.
Ok, donc là, on a rajouté, on a vérifié, on a vu qu'une lib crashait, on a rajouté les dépendances qui manquaient et dans le manifeste, on recompile et ça re-explose. Donc on aurait dû quand même checker la doc. Donc là, en fait, ça c'est un énorme pâté. Il y a le lien pour retrouver tout le détail d'implémentation. Donc ça va exploser à chaque composant qui n'est pas notifié exported. Donc chaque composant de toutes les libs que vous avez dans votre application, si aucun n'ont l'exported, vous allez devoir en rajouter énormément. Et donc avec ce petit script Gradle, on peut retrouver et s'imprimer dans le logcat les composants qui vont devoir être exported. Donc sur chaque node dans le manifeste, dans votre manifeste, on va checker les activities alias service et receiver. Et donc après, on va checker si l'Android exported est notifié ou pas. Et du coup, s'il l'est pas, on va imprimer dans notre logcat que on a cette activity ou ce service-là qui devra être rajouté dans votre manifeste. Donc, après avoir trouvé toutes les dépendances qui posaient problème, on compile, et là, on est bon. C'est good, l'application compile et se lance. Et donc là, on a vu la partie Safer Exporting avec, du coup, l'exported dans le manifeste. Et après un petit moment d'utilisation, recrash. Pourquoi? Parce que là, on a reçu une notification. Et dans le logcat, on regarde, quand sa target S est supérieure, on voit qu'on n'a pas utilisé les flags immutables et les flags mutables qui doivent être maintenant spécifiés obligatoirement pour les pending intent. Et donc, on est sûr, là, il manque quelque chose dans notre code base. Donc là, on va voir une autre partie de l'aspect sécurité qui est la mutabilité des pending intent qui sont quasiment tout le temps utilisés lors des notifications pour pouvoir aller ensuite vers les écrans ou effectuer des actions. Donc là, il faudra rajouter un flag dans, par exemple, votre getActivity ou getBroadcast de flag immutable ou flag mutable. De base, avant, les pending intent étaient mutables. Maintenant, c'est à vous de spécifier si le flag est immutable. Et flag mutable, c'est un flag qui vient avec Android 12. Donc, il n'y a pas de rétrocompatibilité dessus. Et donc, vous deviez spécifier si votre contenu est immutable, vous mettez votre flag immutable. Si vous implémentez un peu des logiques de reply dans vos notifications, etc., là, vous pouvez aller sur du flag mutable. Ok, donc on recompile. Là, on reçoit une notification, c'est cool, mais on a à peu près le même crash qui se reproduit. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on n'avait pas aussi mis à jour certaines dépendances, comme par exemple très liées à Android 12, si on n'était pas sur une version de Work Manager de 2.7. Les nouvelles. Donc, quand les jobs se lançaient, on avait des problèmes. Pourquoi ? Parce que Work Manager est aussi dépendant des pending intent. Donc, vérifiez bien vos librairies externes. Et nous, quand on a commencé des migrations comme ça, énormément de librairies qui devaient être du coup dépendantes de notre migration étaient en alpha et en bêta. Donc, il se peut, si vous commencez tôt, que vous soyez obligé d'aller rentrer dans des versions alpha, bêta, si vous n'êtes pas très fan. Des fois, ça peut repousser la migration de votre application. Donc là, on a vraiment une dépendance extérieure qui nous contraint des fois pour la migration. Ensuite, on avait une autre subtilité qui était, je pense, un peu cracra. C'est qu'on utilisait un broadcast pour notifier le système
que quand on reçoit un appel, on voulait fermer toutes les pop-up, toutes les dialogues système. Et ben, du coup, la police Android 12 est arrivée. Maintenant, ça, c'est plus du tout possible. Si on arrivait dans ce bout code-là sur Android 12, on avait un énorme crash d'Android qui nous disait en mode security exception, t'as plus le droit d'utiliser ça. Et en remplacement, en fait, on l'utilise. Enfin, ça se fait pas du tout de fermer les pop-up système. Donc là, il n'y a pas de workaround pour aller les fermer. On supprime la ligne et c'est parti. Alors, si vous êtes avant Android 12 et que vous utilisez toujours ce petit bout de code, vous aurez un warning dans votre logcat qui vous dira quand même attention, c'est pas bien. La prochaine fois, si tu vas sur Android 12, là, il y aura problème. Ok. Deuxième type du jour en mode Captain Obvious. Ne pas hésiter à faire des analyses lint de votre codebase qui va permettre de potentiellement trouver des méthodes deprecated qui va vous permettre d'avoir des erreurs lint suivant les permissions qui manquent lorsque on target Android 12 ou plus sur les suivantes versions d'Android. Vraiment un très bon outil pour avoir un aperçu de ce qui peut potentiellement manquer et ce qu'on pourra implémenter avec Android 12. Ok, une des choses qui nous a le plus posé problème, c'est pas le top niveau, mais le Bluetooth a été une feature qui nous a un peu cassé la tête. Donc là, avant Android 12, on avait juste une permission à notifier dans notre manifeste qui était Android Bluetooth, permission Bluetooth classique, sans rien d'autre. Mais avec du coup la version 31, on a le choix entre deux permissions. Si on veut aller sur du Bluetooth Connect pour se connecter à un casque et voir un peu les devices aux alentours, et Bluetooth Scan pour là vraiment avoir un scanning un peu plus approfondi des devices Bluetooth. Donc maintenant on a deux permissions ou une suivant le choix à ajouter dans votre manifeste sur vos choix de features. Donc deux nouvelles permissions pour le Bluetooth. Et donc le changement majeur, c'est que ces nouvelles permissions sont des permissions runtime. Donc nous, on fait des appels téléphoniques et on doit demander le Bluetooth à l'utilisateur. On se demande, ok, quand est-ce qu'on le demande? Est-ce qu'on le demande avant, quand il ouvre l'application, mais est-ce que c'est vraiment relevant de demander juste quand il veut pas faire d'appel? Est-ce qu'on demande quand il est en appel? Est-ce que ça va un peu bloquer l'utilisateur? Il y a eu pas mal de questions un peu d'UX comme ça pour des notions de casque Bluetooth qui sont assez genre on veut que ce soit connecté tout de suite et que ce soit dans l'utilisation là maintenant. Donc on a pas mal réfléchi à comment amener la chose. Et donc maintenant, quand on veut utiliser le Bluetooth, on est obligé de checker. Donc si on est sur Android S, on doit request pour nous ici la permission Bluetooth Connect. Et le Bluetooth, c'était pas si simple. Comme j'ai dit, nous on veut se connecter au casque utilisateur, au casque de l'utilisateur. Et on utilise les API Bluetooth pour avoir le nom de l'appareil. Parce que la petite subtilité, c'est que pour router l'audio vers le casque, on n'a pas besoin de cette permission. Du coup, là, je vais vous montrer côté Android Studio la petite subtilité et, on va dire, petite incohérence, je pense, sur la stack Bluetooth. Donc ici, par exemple, on a notre broadcast receiver qui nous permet de checker l'état de connexion du Bluetooth et d'avoir les états des appareils. Donc, dès qu'on a notre appareil, on le notifie. Et donc là, c'est les API de base du Bluetooth. Si on enlève ce petit warning, là, on verra qu'on utilise du coup le device name qui, lui, quand on regarde la documentation, est required une permission Bluetooth Connect. Donc, ok, donc là, on est obligé d'avoir notre permission demandée à l'utilisateur pour avoir le nom de l'appareil. Mais c'est
pas forcément pour tout. Par exemple, si ici on veut juste l'adresse, on est good. L'adresse MAC n'est pas soumise à la permission Bluetooth pour avoir l'adresse MAC de l'appareil. Mais par contre, le nom, oui. Et autre petite subtilité. Donc là, on est obligé d'avoir la permission pour avoir accès au nom quand on va directement avec les API Bluetooth. Mais par contre, si notre appareil Bluetooth est déjà connecté, on peut passer par l'Audio Manager. L'Audio Manager, lui, va lister tous les types de devices qui sont connectés et disponibles pour router l'audio. Et si on filtre par Bluetooth, on peut avoir le nom du produit qui sera le même que le nom avec les API Bluetooth, sauf que lui, on n'a pas besoin de permission. On peut du coup avoir accès au nom de l'appareil sans avoir à demander une permission Bluetooth. Donc là, c'est une des premières incohérences, inconsistances qu'il y a dans la stack. Ça veut dire qu'on peut avoir le nom de l'appareil sans avoir vraiment accès à la permission Bluetooth. Donc là, c'était un des premiers casse-têtes qui a été devant nous pour faire le support Bluetooth. Et on s'est retrouvé au final, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette permission pour pouvoir faire ce qu'on veut faire, juste router l'audio vers un casque. Ok, donc on va retourner sur les slides. Nouveau type. N'hésitez pas à explorer le code source d'Android et les nouvelles API qui sont dispo. C'est assez, on va dire c'est assez obvious, mais n'hésitez pas à aller sur le code search d'Android et regarder ce qui a changé pour vos features, si vous utilisez du Bluetooth, si vous utilisez de la partie média, si vous utilisez de la partie téléphonie, même si elle est un peu plus niche. N'hésitez pas à aller fouiner dans le code pour vous des fois rendre compte que même c'est peut-être pas disponible dans la documentation de migration fournie par Google. Donc des fois, il faut un peu mettre le nez dans le code et suivant les features que vous utilisez dans Android, aller chercher ce qu'il vous faut. Donc maintenant, on va se focus un peu sur le Android 12 et les améliorations de performance. Subtiles mais impactantes. Une qu'on a fait on a un peu trouvé ça récemment, c'est l'effet de notification trampoline. En effet, maintenant avec Android 12, l'OS restreint l'effet de trampoline via les notifications, et donc il y a interdiction d'ouvrir une activity depuis un service ou un broadcast receiver. Donc ce petit schéma explique que, par exemple, si vous recevez votre notification et vous passez par un service ou un broadcast pour ensuite aller vers une activity ou une autre, ça maintenant c'est à proscrire avec Android 12 et vous ne pourrez plus aller vers l'activity que vous voulez lancer. En tout cas sur des Pixel, sur des Samsung, on a vu des fois c'était possible. Donc ça dépend ensuite de l'implémentation côté manufactureur. Donc là, on définit par exemple notre receiver qui est une random activity, etc. Donc là, c'est l'effet trampoline. On passe par un broadcast receiver pour ensuite aller vers une activity. Et donc là, si on lance ce code-là, on aura un petit message dans notre logcat qui dira genre indirect notification, on ne peut pas utiliser l'effet trampoline pour pouvoir aller vers son activity. Donc ce qu'on fait, on définit notre intone pour aller vers notre random activity, et ensuite on utilise notre task stack builder attaché avec notre pending intent, on définit nos flags, etc. pour pas avoir le crash du début, et ensuite
on utilise ce pending intern pour aller vers notre activity. Et en plus, on va aller vers notre activity beaucoup plus rapidement que si on avait utilisé notre effet trampoline vers un broadcast ou vers un service. Autre restriction pour performance et un peu sécurité, les foreground services. Ici, avec Android 12 maintenant, on a interdiction de lancer des services lorsque l'application est en background, modulo exception, je veux dire. Donc il y a toute une liste dans la documentation qui liste les exceptions, il y en a plusieurs, pour lancer ces services en background. Et ce qui est conseillé pour remplacer ces foreground services, c'est d'utiliser des expedited work avec Work Manager, qui va permettre d'implémenter ce système de foreground service. Donc ce que vous voyez au-dessus, si vous utilisez votre contexte.startForegroundService, et vous aurez cette exception dans votre locat foreground service start not allowed exception. Bam. Dernier type. Testez votre application. Dès que vous avez migré, un peu pensé être arrivé au bout, testez toutes vos features. Quand je dis vous avez mis le nez dans le code, mais même ça, testez tous vos use cases. Vraiment testez pour éviter toutes les surprises. Parce que nous, on en a eu, elles n'étaient pas hyper sympas. On a eu des problèmes sur la stack téléphonie pour une application de téléphonie. Et on a eu des surprises dessus qui n'étaient pas ouf, qui nous permettaient de passer 0 call. Donc du coup, on est allé voir pourquoi. Côté de la stack téléphonie, on a regardé dans la documentation, rien. Il n'y a aucune notification de « Ok, il y a eu des modifications dans ces features-là ». Rien. On a lancé des analyses lint, rien n'est ressorti, il n'y avait pas de permission qui manquait. Sauf que, en fait, en étant le truc, on a vu une méthode qui était deprecated. Et du coup, on va voir côté Android Studio. Donc quand on prépare notre application pour recevoir un appel, on vérifie avec la stack téléphonie si l'utilisateur est déjà en appel avec son application native. Et en fait, là, avec Android 12, on voit que call state ici, c'est deprecated. Et qu'en fait, derrière ça, la notion de get call state, maintenant, repose sur une permission de read phone state, qui n'était pas, du coup, surlignée, ou pour dire, OK, il y a un problème. On n'était pas notifié côté Android Studio, qu'on devait demander, qui est en plus une permission runtime à l'utilisateur. On n'en avait aucune idée, on n'avait rien dans la doc, etc. Et en fait, si on regarde vraiment le nez dans le code, vraiment cette fonctionnalité-là, ça a été mis à jour par cette fonction demande read phone state quand les applications target API 31 et plus. Donc là, c'était la petite surprise non prévue de la migration quand on a regardé un peu à droite à gauche, et ça nous a rajouté un peu de temps de migration pour notre application. Donc vraiment, regardez et mettez la tête dans le code pour pouvoir ensuite migrer vos applications. Hop, on va retourner ici. Et donc là, je vais terminer, on va dire résumer un petit peu les aspects de la migration et des migrations potentiellement futures à venir. Pour résumer un peu tout ça, essayez de tester les versions bêta
peut-être pas les previews, vous pouvez aller au moins donner des feedbacks développeurs, c'est toujours agréable. Mais dès que vos versions bêta sont sorties, testez vos applications dessus, testez les features, regardez les bouts de documentation, etc. pour bien vous préparer à ce cycle de 2 ans de vie de cette API. Faites très attention aussi aux librairies externes que vous utilisez, si les développeurs vont bien les mettre à jour, si c'est à jour régulièrement, ou si s'il y en a une qui tombe une fois tous les 2 ans, ça peut poser problème. Et les méthodes dépréciées, c'est le mal. Donc essayez de garder une code base à jour pour pouvoir vraiment ne pas tomber sur des surprises, un peu comme nous on est tombé, de permissions qui me manquaient sans vraiment trop le savoir. Et allez regarder le code source d'Android, regardez un peu les commits qui passent sur des features que vous utilisez dans vos applications. Ça va permettre de gagner du temps et en plus en regardant le code source, vous allez potentiellement comprendre un peu plus ce qui se passe under the hood du côté de la feature. Donc si vous voulez un peu de lecture pour tout ce qui est Android 12, vous avez la documentation officielle sur le développeurandroid.com. Le code search pour chercher dans le code source Android et des libres AndroidX, donc c'est sur 16.android.com. Et les nouveaux requirements au niveau de l'API côté Play Store. Il y a un blog post qui est sorti récemment. Donc là, vous avez le lien ici. Je vous remercie et bonne chance pour vos migrations. Et si vous avez des questions, faut pas hésiter. Et avant ça, je vais prendre un petit selfie. Ça merde. Merci. Ouais. Alors, il n'y a pas le retour, mais c'est filmé. Donc, vous poser la question. D'accord. Oui, du coup, vous avez dit pour maintenant, en fait, il faut faire attention en fait aux nouvelles versions qui sortent d'Android et qu'il faut targeter en fait les niveaux d'API et dans les 2 ans en fait, suivant la sortie en fait de la version. Et il se passe quoi en fait si on fait pas ça? Si jamais en fait on a une application et normalement on peut plus mettre à jour son application, enfin, et on peut se faire bannir, enlever du. Ah. Oui, je pense que Yacine peut répondre plus précisément à cette question. Alors, on se fait pas bannir. Non, mais bannir, c'est un grand mot. Par contre, l'application ne pourra plus être téléchargeable par des téléphones récents. Donc, si l'application a déjà été téléchargée par un de vos comptes, vous pourrez toujours y avoir accès. Et pour les téléphones anciens, parce que on ne veut pas les oublier quand même, par contre, pour tous les téléphones plus récents, ils pourront juste pas la trouver. Ou s'ils la chercheront vraiment et mettre l'ID, etc., le bouton installer sera indisponible. Merci. Je voulais savoir, tu avais commencé à tester à partir de la Developer Preview ou des bêtas de ton côté? De mon côté, pas du tout les Developer Preview, fin de bêta, vraiment début de stable. C'est pour ça que j'essaie d'apprendre de mes erreurs. Et dans les futures itérations, je vais tester beaucoup plus en amont. Surtout qu'avec Android 13, on a les notifications en runtime. Et ça va aussi poser problème pour pas mal d'applications. Deuxième question, sur les suppressions des permissions, c'est sur les applications qui utilisent pas beaucoup, enfin qui sont pas très utilisées. Voire pas du tout. Ça le demande à l'utilisateur ou ça le supprime? Non, ça supprime. Il y a une petite notification qui pop pour dire ok, moi on a supprimé telle permission sur telle app. Mais c'est tout. Il y a juste une notification d'information à l'utilisateur, mais sans plus quoi. C'est pas l'utilisateur qui doit confirmer la suppression? Non. Il doit juste... Ouais, il est juste informé que la permission a été retirée pour cette application.
Merci pour la présentation. Votre migration, elle est achevée ou il y a encore des petits bloqueurs? Elle est achevée. Après, il nous reste quelques petites choses, mais plus en termes d'utilisation de nouvelles API, en termes de rétrocompatibilité et d'utilisation des API Android 12, on est bien. On a juste après on va dire, à faire 2-3 petits changements pour être un peu à utiliser les nouvelles API, mais en soi, la migration est fonctionnelle, elle fonctionne très bien. Ok, merci. Ouais. Je sais pas s'il faut le micro par là-bas. Oui. Il y a quelqu'un qui a levé la main? Ouais, ici. Merci. Ça a pris combien de temps à peu près pour migrer sur Android 12 Alors on était deux vraiment à se focus dessus. On a bien fait 2 mois dessus. Bon, un peu moins. Ouais, parce qu'on on a eu quelques petites surprises. Le Bluetooth nous avait quand même bien gratté la tête. Et côté téléphonie, aussi du coup, redemander, faire des nouveaux flows de permissions aux utilisateurs. Du coup, ce qui prend 2 mois, c'est pas vraiment va dire du pur code. C'est après toute la synchronisation qu'on a avec nos équipes design, product, pour avoir un nouveau flux de demande de permission à utilisateur, des flux rationnels ou genre directement la permission. Il y a plusieurs flux utilisateurs, un nouveau flow qu'on a dû repenser pour demander ces permissions en fait. Et c'est ça qui a demandé le plus de temps. Merci. Alors, c'est pas une question, mais si ça c'était difficile, bon, malheureusement, je travaille chez Google. Android 13, ça va pas être facile. Julien a mentionné pour la permission pour les notifications, ce qui fait que maintenant, ce sera plus open bar, on pourra plus envoyer des notifications sans avoir la permission. Il y a un changement au niveau des permissions pour le stockage, et il y a aussi quelques modifications pour ceux qui utilisent les foreground services. Donc préparez-vous dès maintenant en fait. C'est même pas une menace, c'est juste un conseil. Bon, il y aura la revanche l'année prochaine avec Android 13. Hein.